Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite aujourd'hui dans un projet qui me tient particulièrement à cœur. Depuis toute petite, j'ai toujours eu envie d'avoir une robe brodée des constellations et des étoiles de la voûte céleste. Et c'est avec ce rêve en tête que j'ai construit l'entièreté de cette ceinture. Et c'est avant tout autour de cette réalisation que j'ai construit l'entièreté de la robe que vous avez vue dans le vlog précédent. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, il était pour moi évident de rendre hommage à Cecilia Payne, grande astronome des années 1900. Une femme qui révolutionna notre compréhension de l'univers et des étoiles. Cependant, ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce projet prendrait un tournant bien plus personnel. Alors chaque élément que j'ai décidé d'ajouter sur cette ceinture résonne en moi. Ce ne sont pas seulement des motifs célestes. Elles portent des fragments de mon histoire, des souvenirs auxquels je n'avais pas repensé depuis des années. Alors cette ceinture n'est plus seulement un hommage à Cecilia Payne. C'est un ouvrage profondément intime, né de cette rencontre entre ces étoiles et les miennes. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me suis retrouvée face à une problématique. Comment pourrais-je donner de la structure à une ceinture en voile de plongée de soie? En réalité, la réponse était toute simple et se trouvait dans mes manuels de tailleur des années 1800. Que faisait-il à l'époque pour donner de la structure à un tissu? Eh bien, tout simplement, il l'amidonnait. Alors j'ai décidé de faire pareil. Je suis allée chercher une chute de cretonne de coton qu'il me restait d'une précédente couture et j'ai décidé de faire le test de l'amidonner. Et si les premiers tests n'étaient pas concluants et je dirais même catastrophiques, soit la cretonne était trop rigide, soit pas assez, voire même trop détrempée, j'ai fini par opter pour une technique beaucoup plus simple et qui était en définitive bien plus pratique. J'ai tout simplement fait cuire un petit peu de maïzena dans l'eau, que j'ai ensuite appliqué à l'aide d'un pinceau de cuisine directement sur ma cretonne, en faisant attention de l'étaler en couches uniformes et dans les deux sens du tissu. Et pour plus d'efficacité, j'ai d'abord commencé par faire l'endroit du tissu, j'ai laissé sécher et ensuite j'ai fait l'envers du tissu. Mon idée était de donner un effet structuré à la cretonne de coton et non pas un effet cartonné. Alors j'ai fait attention à la matière que je mettais pour être sûre d'éviter d'avoir quelque chose de beaucoup trop rigide. Et pour être sûre d'obtenir l'effet recherché, je n'ai pas hésité à passer et repasser mon pinceau aux mêmes endroits plusieurs fois. Et une fois la cretonne de coton sèche, j'ai testé sa rigidité en la pliant un petit peu pour voir si ça me convenait ou non. Et cette fois-ci, j'étais satisfaite du résultat, alors j'ai passé un coup de fer à basse température pour éviter de cuire l'amidon pour pouvoir aplatir correctement ma pièce de tissu. C'est une opération qui prend un petit peu de temps étant donné que le fer est très peu chaud et qu'en plus avec la couche d'amidon, le tissu se retrouve un petit peu emprisonné et un petit peu plus difficile à atteindre pour pouvoir le repasser. Et j'étais d'ailleurs assez surprise de voir la différence que cela donnait au niveau du tissu avant et après repassage. Non seulement ça permet de l'aplanir, mais aussi ça vient fixer beaucoup plus durablement l'amidon au sein même des fibres de la cretonne de coton. Et si j'ai choisi d'utiliser la cretonne de coton amidonnée pour ma ceinture au lieu d'utiliser directement du thermocollant, c'est tout simplement parce que je n'aime pas ça et je n'ai pas confiance en sa durabilité. Il faut dire que le peu de fois où j'en ai utilisé, il n'a pas tenu. Alors même si c'est plus long, je préfère largement cette technique. Une fois la préparation de ma cretonne de coton terminée, je suis allée chercher une chute de voile de plongée de soie que j'avais gardée de mon kimono Kamasia. Je vous remets le vlog en barre de description si vous ne l'avez pas encore vu, afin de tester si j'avais le bon nombre de métrages de soie par rapport à ma cretonne de coton. Mais surtout pour vérifier si les deux se superpositionnaient bien ensemble. Avant de tester si j'avais un assez grand métrage avec la pièce centrale de la ceinture. Et concernant cette ceinture, il s'agit du patron de la ceinture de la robe Lupin de Stitch Maiden. J'avais réalisé cette couture en partenariat avec la marque Stitch Maiden. Alors quand je les ai contactés pour leur parler de ce projet et comme quoi j'allais avoir besoin du fichier non protégé pour pouvoir le modifier dans Photoshop, elles étaient ravies de pouvoir me le fournir. L'entièreté de ce vlog et de cette réalisation n'aurait pu voir le jour sans leur confiance. Alors merci Stitch Maiden pour votre confiance et de m'avoir envoyé des fichiers non protégés pour que je puisse réaliser cette ceinture. Et une fois mes vérifications terminées, j'ai repassé mon voile de plongée de soie sur ma cretonne de coton pour créer un effet électrostatique et coller plus ou moins le voile de plongée de soie directement sur la cretonne de coton pour qu'elle ne bouge plus. Enfin, du moins jusqu'à ce que les deux tissus soient fixés ensemble. Car je les ai ensuite épinglés l'un à l'autre pour être sûr qu'ils ne bougeraient pas et qu'ils resteraient correctement à sa place. Car malgré que l'empiècement devant soit brodé, il faut quand même respecter le droit fil et faire attention à ce qu'ils soient bien alignés l'un à l'autre. Et pour être honnête avec vous, j'aurais pu ne pas épingler directement les tissus ensemble. Ils se maintenaient assez bien tous les deux pour que je puisse faire mon point de bâti sans même avoir à épingler. Mais par précaution, je préfère toujours épingler avant de bâtir plutôt que de bâtir en place et risquer d'avoir des décalages entre les deux tissus. Car même si j'ai pris un métrage beaucoup plus grand que ce dont j'allais avoir besoin étant donné que je l'ai mis sur métier, je préférais tout de même avoir plus de maintien au niveau des deux tissus.
Et une fois mes deux tissus épinglés ensemble, j'ai pris ma pièce de patron pour la poser sur la soie pour déterminer l'emplacement de ma zone de broderie. J'ai donc épinglé ma pièce de patron à mes deux tissus, et cela fut beaucoup plus difficile que ce que je ne pensais. Les épingles avaient du mal à percer les 3 épaisseurs, d'autant plus avec l'amidon. C'est une variable auquel je n'avais pas pensé lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet. C'est la difficulté de faire passer des aiguilles et des épingles sur un tissu amidonné. Heureusement, mes épingles sont très fines et assez solides, alors, avec un petit peu de patience, c'est moi qui ai remporté la bataille. Et une fois ma pièce de patron correctement positionnée, j'ai bâti les deux tissus ensemble. Étant donné que sur mon métier je fais rouler le tissu, je ne pouvais pas me permettre de laisser les épingles. Et de toute façon, je préfère utiliser un fil de bâti pour pouvoir maintenir des tissus ensemble et éviter de me piquer que d'utiliser les épingles et les laisser en place. Et pour passer ce fil de bâti, je n'ai suivi aucune des techniques recommandées ou conventionnelles. J'ai tout simplement passé le fil aux endroits que je trouvais un petit peu moins solides que d'autres et qui me permettaient de maintenir correctement mon voile de plongée de soie sans qu'il y ait de décalage ou qu'il y ait d'embûches. Mes points sont donc irréguliers, mais étant donné qu'ils n'ont pas de valeur guide pour pouvoir faire une couture par la suite, ce n'est pas bien grave. Et en faisant mes points, j'ai également fait attention à la forme de mon empiècement, en faisant des points beaucoup plus larges au moment des creux et beaucoup plus petits au moment des lignes droites. Et pour ce bâti, j'ai dû faire les points un à un. Chaque entrée est égale à un point et chaque sortie également. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps, la crétonne de coton m'en empêchait. J'ai ensuite tracé les contours de ma pièce de patron à l'aide de ma craie de tailleur. Avant de retirer les épingles qui fixaient ma pièce de patron à mon tissu. Et pour le transfert des motifs, j'ai décidé d'utiliser du papier carbone. Et ce n'est vraiment pas la technique la plus simple, étant donné que l'on ne voit pas ce que l'on fait, mais également le papier de carbone fait des traces qui restent sur le tissu. Elles ne partiront pas et je ne peux pas laver ma ceinture étant donné que ça retirait tout l'amidon de la crétonne de coton. Mais c'est tout ce que j'avais à la maison et je n'avais pas envie de racheter du matériel. En plus, c'était un petit challenge supplémentaire pour moi, étant donné que ma broderie allait devoir être impeccable pour être sûre que toutes les lignes de tracé au papier carbone ne se voient pas. Encore plus lorsque l'on sait que ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas fait de broderie traditionnelle, donc forcément j'avais un petit peu perdu la main. Mais revenons à notre transfert. J'ai fait attention de bien positionner la pièce de patron sur les tracés que j'avais fait précédemment, avant de la maintenir à l'aide de mes épingles pour être sûre qu'elle reste correctement à sa place au fur et à mesure que j'effectuerai mes tracés. Et c'est un véritable travail de minutie qui commence. Il faut faire attention à ce que la pièce de patron reste dans le droit fil, qu'elle soit correctement alignée avec les tracés que j'ai fait précédemment à l'aide de la craie de tailleur, et que les pointes soient à leur place elles aussi. Heureusement, ma crétonne de coton accroche assez bien le bois de ma table pour éviter qu'elle ne bouge constamment, et mon bâti empêche mon voile de plongée de soie de bouger au fur et à mesure de mes mouvements. Et une fois ma pièce de patron correctement positionnée et correctement maintenue, j'ai commencé le transfert à l'aide de ces stylos spéciaux pour transférer le papier carbone directement sur le tissu. Et s'il y a bien un jeu de patience auquel je n'excelle pas, c'est faire les choses avec autant de lenteur. En général, j'ai toujours les mains qui se mettent à trembler, le cœur qui s'affole, et une impatience terrible qui s'empare de mes jambes. C'est pourquoi en général, j'évite de faire des choses qui soient aussi lentes, parce que ça me met vraiment à rude épreuve. Mais là, je n'avais pas le choix. Cela devait être parfait, sinon les lignes se verraient sous la broderie et ce serait vraiment pas joli. Alors j'ai pris mon temps et je n'ai surtout pas hésité à faire des pauses des fois de temps en temps histoire de calmer mes esprits et calmer les tremblements de mes mains. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi cela vous fait le même effet. Est-ce que vous aussi les choses extrêmement lentes vous mettent sous pression au point que vous en ressentiez des phénomènes physiques? Et comme je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction, chacune des constellations présentes sur cette ceinture font partie de mon histoire. Aucune de ces constellations n'a été choisie au hasard, et c'est justement à partir de ce moment-là que le vlog a pris un tournant beaucoup plus personnel. Car s'il est facile de construire un vlog autour d'une personne reconnue dans son domaine et de son travail, il est beaucoup plus difficile de faire face aux remontées des souvenirs que cela engendre.
Mais parlons un peu de Cecilia. Elle fut la première femme astronome à occuper un poste à l'observatoire de Harvard. Avec ses assistants, elle a observé pas moins d'1 250 000 étoiles dans la Voie lactée. Et on peut porter ce chiffre à 3 millions d'étoiles en incluant le nuage de Magellan, établissant ainsi des données fondamentales pour comprendre la composition et la classification des étoiles. D'ailleurs, les méthodes qu'elle a développées pour classer les étoiles continuent d'être utilisées aujourd'hui, afin d'explorer et de comprendre l'univers. Et une fois le transfert de tous les éléments de la broderie terminé, je l'ai monté sur mon métier à broder. Mais je l'ai fait hors caméra parce que j'ai besoin de bouger le métier dans tous les sens et avec la caméra, ça se serait pas très bien vu. Et voilà, maintenant que tout est prêt, il est temps de passer à la broderie. Alors j'ai brodé toute seule dans mon coin la constellation de Cassiopée. Cassiopée, la reine sur son trône céleste, j'ai choisi cette constellation comme un rappel de mes années de lycée. Personne n'est au-dessus de toi et personne n'est en dessous de toi. Tout le monde est égaux, peu importe ce qu'il pense, ce qu'il croit et ce qu'il sait. La vanité et la vantardise ne signifient rien à l'échelle céleste. Et j'avais vraiment besoin de ce rappel régulier lors de mes années d'études. Si d'une certaine manière elle avait réussi à détourner la punition des dieux pour devenir la reine des étoiles, n'importe qui pouvait renverser la vapeur. Du moins, c'est ce que je me disais dans les moments les plus difficiles. Et il était pour moi évident que je broderais la grande ours, et ces 7 étoiles qui dansent autour de l'étoile polaire. L'incarnation de la boussole céleste, celle qui montre la voie, qui guide le voyageur et éclaire le chemin. Elle est l'incarnation de la constance. Depuis plus de 3000 ans, les hommes regardent le ciel à sa recherche pour trouver le nord. Quelque part, elle est la pierre angulaire de la voûte céleste, celle que l'on cherche en priorité dans le ciel pour retrouver son chemin. Alors c'était pour moi évident que je l'intégrerais à cette broderie, car sans cela, comment réussir à retrouver son chemin dans le chaos? Quant au point d'arrêt de cette broderie, j'ai choisi directement de faire des nœuds sur un fil qui passait sur l'arrière de la constellation à chaque fois. Ça m'évitait de passer directement l'aiguille dans la crétonne de coton. Étant donné qu'elle avait déjà du mal en piquant droit, mais si en plus j'avais dû piquer sur le côté, c'était beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, je vous montre puisque j'ai essayé ici, et vous pouvez voir que ce n'est pas vraiment d'une facilité confondante. J'ai même craint d'avoir attrapé l'endroit de la broderie, ce qui aurait été vraiment fâcheux. Alors je n'ai pas voulu plus insister, j'ai tout simplement fait mes nœuds et coupé mon fil. Avant de broder les étoiles de la constellation, pour cela j'ai décidé d'utiliser un point de nœud. Ça permettait d'avoir des étoiles qui se voient quand même sur la ceinture, mais qui également sont assez discrètes. Comme cela, ça risque pas de ressortir et de s'abîmer au fur et à mesure que je le porterai. Et comme il s'agit d'un point que j'aime particulièrement puisqu'il ajoute un petit peu de texture et de profondeur à une broderie, je trouvais qu'il était fort approprié pour celle-ci. Et afin de varier et de donner encore plus de texture à la broderie, parfois j'ai fait des simples nœuds et d'autres fois des doubles, voire même des triples. Et comment j'aurais pu ne pas intégrer la constellation des Pléiades? C'était toujours celle que je cherchais en premier lorsque j'avais besoin de souffler et que je me réfugiais dans les couloirs. Et pendant que je la brodais, je me revoyais assise par terre, la plupart du temps devant la prochaine salle de classe. J'ouvrais l'application d'astronomie que j'avais téléchargée et je relisais encore et encore sa légende. L'histoire de ces 7 sœurs, inlassablement poursuivies par Orion qui furent transformées par Zeus en étoiles. Et depuis cette époque, elle guide les voyageurs, marque les saisons. C'est la constellation de la mémoire et du chemin. Alors bien évidemment, je l'ai ajoutée à cette ceinture sans même savoir que ça me bouleverserait à ce point. Et mes souvenirs ne proviennent pas exclusivement des journées difficiles lorsque je faisais mes études. Si je voulais faire cette ceinture, c'est aussi pour les bons souvenirs que j'ai. Les soirées entières que j'ai passées à observer les étoiles, les visites d'observatoire avec ma famille, les heures et les heures que je passais le nez dans les livres à essayer d'emmagasiner le maximum d'informations sur chacune des étoiles découvertes. Je n'aurais jamais cru possible qu'un simple projet comme celui-ci puisse me ramener tant d'années en arrière. Broder cette ceinture aura été un véritable voyage à travers le temps et l'espace. Alors mon projet a évolué, et si au départ il était entièrement consacré à Cecilia Payne et ses travaux, petit à petit il a pris une dimension beaucoup plus personnelle.
Et comme je trouvais que les espaces entre les constellations étaient trop vides, j'ai décidé d'ajouter des perles pour symboliser les étoiles. Après tout, lorsque l'on regarde le ciel, il n'y a pas que les constellations, on peut aussi trouver des étoiles qui sont seules et qui ne sont pas regroupées les unes aux autres. Alors je voulais symboliser ces petites solitaires qui éclairent notre voûte céleste. Et j'ai décidé d'utiliser des perles plutôt que de faire du point nœud pour changer un petit peu de technique, mais aussi pour apporter un petit peu plus de lumière. Je ne voulais pas que tout soit identique, ça aurait donné un rendu plutôt plat et fade, et c'est tout ce que je ne voulais pas. Et alors que je posais ces perles une à une, je me suis souvenue d'une discussion que j'avais eue il y a près de 20 ans avec ma grand-mère paternelle. Elle pensait que chacune des étoiles était en réalité les âmes qui montaient au ciel. J'ai toujours aimé la connotation poétique de cette croyance. Penser que chaque être que l'on a aimé continue de vivre au cœur d'une étoile. C'est à la fois tragique et poétique, digne d'une pièce de Shakespeare. Pour moi, ça symbolise la lumière et la solitude, la capacité que l'on peut avoir à vivre seul sans avoir besoin d'autrui, mais également le calme et la tranquillité. Même si certaines sont loin d'être calmes et tranquilles, ils sont plutôt de véritables bombes à retardement. Alors en réalité, elle symbolise un petit peu les deux, à la fois le calme et la tranquillité, et la destruction et le chaos. Et puisque nous parlons des étoiles, laissez-moi vous emmener un petit peu plus loin. Revenons un instant sur les classifications d'étoiles de Cecilia Payne. Grâce à ses recherches, elle a montré que les types spectraux, de type O, B, A, F, G, K et M, ne sont pas seulement des étiquettes arbitraires, mais qu'ils reflètent en réalité la température et les compositions chimiques des étoiles. Ces classifications ont permis de créer un langage universel pour comprendre la vie et l'évolution des étoiles, et nous utilisons encore aujourd'hui ces méthodes pour explorer le cosmos. Pour vous donner une idée, la majorité des étoiles de la voûte céleste ont été étudiées par Cecilia Payne. Et pour la pièce centrale de cette broderie, j'ai choisi l'étoile polaire. La gardienne du ciel, celle qui montre le chemin vers le nord. Elle guide les voyageurs et les marins depuis l'Antiquité. Symbole de l'immuable et de l'inchangé, elle est le point fixe autour duquel tout semble tourner. Un repère intemporel qui nous rappelle que même dans l'immensité, il existe des lumières qui nous montrent le chemin. Alors il était pour moi évident que j'avais besoin de la broder sur cette ceinture. Comme on brodait une représentation de la voûte céleste sans représenter son étoile la plus importante. Et si de prime abord je voulais la broder au point d'arête, j'ai finalement opté pour un point de Bayeux. Et j'aime énormément la touche historique que cela ajoute à cette ceinture. Comme la tapisserie suit un fil qui traverse l'histoire, l'étoile, elle, éclaire le chemin depuis des siècles. Là où la tapisserie de Bayeux raconte une partie de l'histoire humaine, l'étoile polaire raconte l'histoire céleste. Et pour ajouter un petit peu plus de profondeur et de couleur, j'ai décidé d'ajouter un fil rouge dans l'étoile. Et dans la symbolique de ce fil rouge, il s'agit tout simplement du lien entre le ciel et la terre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le lien entre la tapisserie de Bayeux, qui est une histoire humaine, et l'histoire de l'étoile. Et pour ce fil rouge, il s'agit d'une soie japonaise, alors il faut la torsader avec les doigts au fur et à mesure que l'on brode. Et je ne vous ai pas encore parlé de la constellation du cygne que vous voyez juste à côté de l'étoile du Nord. Je l'ai choisi parce que j'ai toujours aimé la grâce du cygne et l'incarnation qui en est faite de la lumière. Et j'aime aussi beaucoup l'évocation de son second nom, qui est la croix du Nord. Un peu comme un repère tracé sur une carte au mystère, mais version céleste. Un peu comme si elle symbolisait l'achèvement de la dernière étape avant de trouver le trésor. Et cela représente parfaitement le travail de Cecilia Payne, qui toute sa vie aura cherché à comprendre les étoiles. Et qui sait, si l'on en croit la croyance de ma grand-mère, peut-être a-t-elle rejoint les étoiles qu'elle a passé sa vie à étudier. Et comme vous pouvez le voir, travailler avec de la soie japonaise n'est vraiment pas une mince affaire, car chaque brin comporte au moins une dizaine de brins de soie. Et la soie n'est pas vraiment réputée pour sa docilité. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai vraiment apprécié d'avoir la crétonne de coton amidonnée juste en dessous. Car grâce à elle, je craignais beaucoup moins que la soie ne se trouve justement à cause de la tension que j'étais obligée de mettre dans chaque brin. Et au départ, j'avais hésité à ajouter la soie rouge uniquement à l'intérieur de l'étoile, mais au final, j'ai préféré la faire ressortir de quelques millimètres pour symboliser la lumière. Et pour fixer le croisement des fils, j'ai décidé de faire un point au centre de l'étoile, ce qui permettra de le maintenir couché et d'éviter qu'il ne s'accroche par inadvertance. On ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout avec de la soie. Et enfin, j'ai terminé mon point de Bayeux en formant les barrettes si caractéristiques de cette broderie. D'ailleurs, le résultat m'a assez surprise étant donné qu'on dirait vraiment un point de Bayeux, et en même temps c'en est un, mais également on dirait un petit peu, vous savez, sur les plaids norvégiens, les étoiles qui sont brodées. Je trouve que ça y ressemble beaucoup. Et pour quelqu'un qui souhaite vivre en Norvège depuis toute petite, j'ai vraiment trouvé la coïncidence assez amusante.
Et c'était la première fois que je réalisais ce point de Bayeux. Alors pour m'aider, j'ai dû faire appel à ma maman qui, elle, avait déjà réalisé plusieurs reproductions de la broderie de Bayeux. J'avais d'ailleurs fait un réel il y a près de 2 ans maintenant où je vous montrais 2 des broderies qu'elle avait faites. Je me souviens, j'étais encore en formation et je lui avais fait des étendards pour aller avec les broderies. Elle n'avait pas envie de les encadrer parce que ce n'était pas historique et ne voulait pas les transformer en coussins. Tout le monde le faisait, elle avait envie d'être un peu plus originale. Et comme j'avais dû acheter de la feutrine pour ma formation et que je n'avais pas tout utilisé, j'étais partie aller chercher les chutes pour pouvoir lui faire. Et si vous voulez voir ce réel, je vous le mettrai dans la barre de description. Et pour les habitués de la chaîne, vous verrez, ça va vous faire bizarre, je n'avais pas encore ma machine à coudre à plateau à ce moment-là. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur cette ceinture, il était évident pour moi que j'ajouterais de l'une, une montante et une descendante. D'une part parce qu'il s'agit de l'astre le plus proche de nous, mais aussi pour sa symbolique, le commencement, la fin, le temps qui s'écoule, son inconstance en opposition à la constante de l'étoile polaire, son influence sur chaque être vivant sur cette planète, ainsi que sa symbolique avec la femme et la féminité. J'ai donc choisi 2 faces de la lune totalement opposées, un croissant montant et un croissant descendant, chacun à l'opposé de l'autre et aux points les plus éloignés de la ceinture. Et une fois l'entièreté de la ceinture brodée, je l'ai descendue de mon métier et j'ai coupé grossièrement tout autour pour retirer l'excédent de tissu. Et étant donné que mon tissu avait pris la forme du métier à broder, je devais découper un peu plus grossièrement d'abord pour éviter que le ciseau ne parte un peu de travers. Je ne crois pas qu'après autant de travail, j'aurais été contente si jamais un coup de ciseau était passé un peu de travers et aurait entamé la broderie. J'ai ensuite faufilé au niveau de la délimitation de mon empiècement de la ceinture pour maintenir les 2 tissus ensemble, mais surtout pour avoir un point de repère sur l'envers. Et j'ai ensuite découpé l'excédent de tissu qu'il restait au niveau des marges de couture. Et voilà, mon empiècement est maintenant terminé de broder, il ne reste plus qu'à passer à la couture. Et pour cette ceinture, mon idée de départ était de ne pas du tout entoiler les liens. Je voulais que sur le reste de la ceinture, je puisse garder justement la fluidité de la soie. Seulement, on ne fait pas toujours ce que l'on veut avec la soie. Bien plus souvent, c'est elle qui décide. Je vous en dirai un petit peu plus un peu plus tard. En attendant, j'ai tracé le contour de mes pièces à l'aide de ma craie de tailleur, en faisant très attention parce que ce jour-là, elle arrêtait pas de bouger. Alors je ne sais pas trop s'il y avait une question peut-être d'hydrométrie ou autre, mais elle arrêtait pas de bouger, elle voulait pas rester à sa place, elle se déformait tout le temps. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez une idée parce que moi j'en ai absolument aucune. Et une fois mes pièces découpées, je les ai assemblées avec l'empiècement de devant à la machine, avec une marge de couture de 0,5 mm au lieu des 1 cm préconisés dans le patron. Pour une raison assez bête, assez simple en fait, je n'avais pas réfléchi à la disposition des perles, et donc certaines gênaient parce que trop proches de ma marge de couture. Et c'est d'ailleurs en cousant les 2 liens à l'empiècement de la ceinture que je me suis rendu compte que je n'allais pas échapper à l'entoilage. Je suis donc retournée chercher une chute de coton de coton pour pouvoir refaire un entoilage.
Puis j'ai tracé et découpé les liens qui seront cette fois sur la doublure. Étant donné que je devais quand même nouer les deux liens de la ceinture, je n'avais pas envie d'entoiler les liens externes de la ceinture. Alors j'ai plutôt décidé d'entoiler cette fois-ci au niveau des liens sur la doublure. Comme cela, il y aura toujours un maintien lié à l'entoilage, mais ça changera également la couleur pour le reste de la ceinture. Et puis j'ai découpé mes pièces de patron et pour ces lanières j'ai choisi de couper directement dans le droit fil. Je ne voulais pas couper dans le biais ou même du demi-biais, je voulais vraiment qu'elle garde quand même une structure parce que la soie pouvait bouger, elle pouvait se détendre et je n'avais pas envie qu'après elle soit toute déformée. J'ai donc préféré avoir un petit peu plus de rigidité et couper tout dans le droit fil. Et comme il me restait encore une chute de cretonne de coton, je l'ai plié et mis de côté pour d'autres projets. J'ai ensuite découpé la doublure pour l'empiècement de la ceinture. En attendant, revenons un peu à Cecilia Payne. Avec son regard audacieux sur le ciel, elle nous a appris que les étoiles ne sont pas seulement des points lumineux. Le travail de Cecilia aura révolutionné notre compréhension des étoiles. Alors que la majorité des scientifiques de l'époque pensaient qu'elles étaient faites de matière exotique, Cecilia Payne prouva qu'elles étaient en réalité faites d'hydrogène, et que les couleurs que l'on pouvait voir en les observant étaient liées à la température de l'étoile et non pas à son composé chimique. C'est ainsi qu'elle put développer un tableau spectral de chacune des étoiles en fonction de leur température, allant du rouge, les étoiles les plus froides, au bleu, qui sont les étoiles les plus chaudes. Et pour pouvoir établir son tableau des types spectraux, elle se basa en priorité sur les recherches qui avaient été faites en rapport avec le Soleil. J'ai ensuite assemblé mes pièces de doublure et d'entoilage ensemble. Et pour faire à l'identique de mes pièces de devant, je les ai aussi assemblées à 0,5 mm de marge de couture au lieu de 1 cm. J'ai ensuite couché les coutures vers l'arrière de la ceinture, avant de bâtir l'entoilage et les pièces de doublure ensemble pour éviter que ça ne bouge. C'est beaucoup plus pratique une fois que c'est correctement fixé, du moins avec un point de bâti pour les maintenir à leur place, plutôt que d'essayer d'assembler une ceinture qui n'arrête pas de bouger, justement parce que on doit jongler avec des tentacules de pieuvres qui bougent dans tous les sens et qui ne veulent pas garder leur place d'origine. J'ai ensuite rabattu les marges de couture de la soie sur l'entoilage, parce qu'arrivé à cette étape de ce projet, je savais que de toute façon il faudrait que j'assemble la doublure de la ceinture à la main. Je ne pourrais pas le faire du tout à la machine, d'une part parce qu'au niveau de l'empiècement devant de la broderie, j'allais avoir du mal du fait des perles. Et j'allais avoir d'autant plus de mal du fait de la longueur des liens qui était quand même assez conséquente et qui bougeait constamment. J'ai donc préféré faire l'entièreté de l'assemblage à la main plutôt que de tester à la machine et risquer une catastrophe avec les perles. Et toujours dans l'idée de m'aider et de me faciliter la vie, j'ai bâti les marges de couture. Comme ça, je savais que je n'aurais pas constamment besoin de les remettre à leur place au fur et à mesure que j'avancerais dans ma couture. Et je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je déteste avoir à tout le temps replacer mon tissu au fur et à mesure que j'avance dans ma couture. Ça prend énormément de temps et c'est une perte de temps incroyable de devoir constamment reprendre le tissu pour le remettre exactement là où il doit être. Alors bâtir, oui, ça prend également du temps. Il faut énormément de temps pour faire un bâti, surtout lorsque l'on fait des petits points pour être sûr que la marge de couture reste correctement à sa place, mais ça prend moins de temps que si on doit le faire toutes les 2 ou 3 points à chaque fois au moment de la couture. Et en plus, je trouve le résultat beaucoup plus net.
Et pour m'aider à la couture, étant donné que la soie bougeait beaucoup, j'ai préféré épingler directement la ceinture sur ma nappe de repassage en laine. Qui dit nouvelle technique, dit nouvelles embûches. J'ai été extrêmement gênée justement par la présence du tapis, étant donné que je pouvais pas passer mon aiguille telle que j'en avais l'habitude, mais également par les épingles qui venaient me gêner sans cesse au niveau des doigts. Mais je pense quand même, malgré ces difficultés, que ça a été beaucoup plus facile de coudre la ceinture épinglée directement sur la nappe de repassage, plutôt que en la tenant dans les mains. Et pour la couture de la ceinture, j'ai décidé d'opter pour une variation de longueur de point. Un coup, j'ai fait des points 1 mm, un coup 2 mm, un coup 3 mm, en fonction de ma soie et de la manière dans laquelle elle bougeait au moment où je cousais. Ainsi, pour les endroits qui bougeaient énormément, j'ai fait des points d'1 mm, et pour ceux qui étaient plus stables, j'ai fait des points de 2 voire 3 mm. Et comme j'avais commencé ma couture directement par mon empiècement et par la doublure de l'empiècement pour plus de facilité et de stabilité au niveau de la ceinture, il me restait à coudre la doublure des liens ensemble. Et pour la couture de ces liens, j'ai décidé d'opter pour des points de 3 mm environ pour donner un petit peu plus de souplesse au niveau de la couture et permettre aux liens de bouger avec un petit peu plus de légèreté. Et une fois ma couture terminée, je suis passée aux finitions en commençant par une bonne session de repassage. En faisant attention de ne pas toucher les perles avec mon fer pour éviter qu'elles fondent. Je devais donc repasser mon empiècement sur 3 mm pour effacer l'entièreté des lignes de construction en faisant attention de ne pas toucher les perles. J'ai ensuite retourné la ceinture pour repasser sur l'envers et c'était beaucoup plus facile d'effacer les lignes de construction dans ce sens-là plutôt que sur l'endroit. J'ai ensuite retiré l'entièreté de mes bâtis que je n'avais pas retiré avant. Je voulais absolument retirer en priorité les lignes de construction avant de retirer mon bâti. Et étant donné que je n'avais pas moins de 7 lignes de bâti, je peux vous assurer que ça m'a pris un temps considérable. Et entre-temps, je repassais à chaque fois que j'en avais retiré une. Et alors que je pensais avoir terminé cette ceinture, j'ai eu une idée. Et si j'ajoutais des perles en forme de gouttes? Les mêmes perles que j'ai achetées il y a 5 ans pour un projet DIY que je n'ai jamais fait. Je suis donc allée les chercher et j'ai testé directement en épinglant sur mon mannequin. Et étant donné que j'avais des doutes, j'ai quand même envoyé une photo à des amis et à ma famille pour voir ce qu'ils en pensaient. Et ils ont été unanimes, il fallait absolument que je les rajoute. Et comme j'hésitais sur le rendu du placement des perles, je me suis un peu amusée à les bouger de place et à descendre notamment celle du milieu pour voir ce que ça donnerait si je la mettais un petit peu plus bas. Et je préférais vraiment avec la perle un petit peu plus basse. Le problème, c'est que je n'avais pas de fil transparent. Alors du coup, j'ai préféré la mettre directement à la même hauteur que ma ceinture.
Et pour savoir exactement où est-ce que je devais les positionner, je me suis calquée directement sur les 3 perles du bas de la ceinture, juste en dessous de l'étoile du Nord. Et comme je ne savais pas trop comment assembler les perles, j'ai testé plusieurs techniques. Et la première technique avec le fil doublé n'était vraiment pas la bonne, étant donné qu'on voyait beaucoup trop le fil. En plus, ça rigidifiait vachement la perle. Or, moi je voulais quelque chose qui puisse bouger encore un petit peu. Et voilà le résultat que je ne voulais pas. Une perle engoncée dans la ceinture qui ne bouge pas, et en plus on voit beaucoup trop le fil de couture. J'ai donc décidé de tout défaire et de recommencer, cette fois avec un fil, en faisant attention de laisser 1 ou 2 millimètres entre ma perle et le bord de ma ceinture. Comme ça là, pourrait bouger un peu plus facilement et éviter d'être trop rigide. Et pour sécuriser la tâche de ma perle, j'ai fait plusieurs allers et retours pour pouvoir la maintenir à sa place et éviter qu'elle ne puisse se découdre. Avant d'arrêter mon poing sur l'arrière de la ceinture. Et j'ai ensuite répété les mêmes étapes pour les 2 autres perles. Et je trouve que c'est exactement les détails qui manquaient à cette ceinture. C'est un peu comme si ces perles représentaient des étoiles filantes. Je n'avais pas pu les ajouter directement sur la ceinture parce que ça aurait fait beaucoup trop chargé et de toute façon je n'avais pas la place. Alors ajouter des perles tombantes, c'était les inclure dans cette ceinture au final. Et en parlant d'étoiles filantes, Cecilia Payne aura révolutionné notre regard sur le cosmos. Avec sa découverte que toutes les étoiles sont faites presque uniquement d'hydrogène et d'hélium, et que leur couleur, qu'elle soit bleue, jaune ou rouge, révèle uniquement leur température et non pas leur composition. Et que chaque étoile dans le ciel nous relie à l'univers, à une même matière et à une même énergie. Si ce petit voyage cosmique vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains chapitres du grimoire de couture, et laissez-moi en commentaire quelle couleur d'étoile vous touche le plus. À bientôt!